Bonjour à tous, je suis ravie de vous rejoindre pour cette conférence. Déjà, je voudrais vous informer que suite à des problèmes techniques, cette conférence n'a pas pu être réalisée en direct. Elle est donc préenregistrée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, petite présentation rapide. Je suis Jessica Maufroy, éducatrice de jeunes enfants de formation. J'ai exercé dans des structures accueillant de jeunes enfants, principalement des multi-accueils. Puis, j'ai travaillé dans une association socio-judiciaire. Ma mission principale était d'accueillir des enfants avec leurs parents, suite à des ordonnances de juges aux affaires familiales, demandant à ce que parents et enfants se rencontrent en lieu neutre avec une tierce personne. Je réalisais également des enquêtes sociales. Suite à une séparation et en cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales mandate un professionnel pour réaliser une enquête au domicile de chaque parent et auprès des professionnels gravitant autour de l'enfant pour prendre sa décision et par rapport aux modalités d'accueil les plus adaptées. Maintenant, j'exerce en tant que consultante en parentalité et haute sensibilité. D'un point de vue plus personnel, ma petite famille, donc, qui est composée d'un papou, d'une demoiselle de 9 ans et de moi, une maman, est atypique +++. Et nous devons cohabiter avec nos spécificités au quotidien. C'est pas forcément de tout repos, mais c'est d'une grande richesse. J'ai découvert ma haute sensibilité il y a quelques années. Grâce à ça, j'ai compris beaucoup de choses à mon sujet. J'ai appris à m'accepter, à vivre avec, à en faire un atout et une force. Au fil de mes recherches, je me suis passionnée sur le sujet. Et lorsque j'ai pris la décision de devenir consultante en parentalité, il m'a paru évident d'intégrer la haute sensibilité à mon accompagnement. J'ai donc suivi la formation organisée par l'Observatoire de la sensibilité. Grâce aux apports de Saverio Tomasella, d'Élodie Crépel et de Fanny Marais, je suis maintenant à même d'explorer et d'accompagner la sensibilité de chacun. Je suis très honorée de participer à cette semaine de la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité. Merci à Saverio, Élodie et Fanny de m'avoir offert cette opportunité. Vous avez pu découvrir de nombreuses conférences depuis samedi sur différents thèmes plus passionnants les uns que les autres. Et il vous en reste encore quelques-unes à découvrir. Pour ma part, aujourd'hui, nous allons parler des enfants hautement sensibles. Alors, hop, donc pour commencer, je vais vous parler de la haute sensibilité en général, puis je reviendrai sur la haute sensibilité chez l'enfant, avec ses spécificités, ses besoins particuliers, et je vous donnerai quelques pistes pour accompagner votre enfant. Alors, tout d'abord, quelques éléments. Donc, la haute sensibilité concerne 30% de la population. Il y a autant de filles que de garçons. Lorsque l'on est hautement sensible, c'est pour la vie. La haute sensibilité est une neuroatypie. Je pense que c'est très important d'en avoir conscience. Le cerveau a un fonctionnement vraiment spécifique. Il y a autant de personnes hautement sensibles que de haute sensibilité. Donc, en fait, chacun a vraiment ses spécificités. Et il est possible de vivre positivement et sereinement sa haute sensibilité. Qu'est-ce que la haute sensibilité? Alors, la haute sensibilité ne se résume pas à une hyperémotivité. Elle doit être accompagnée d'une hyperesthésie et ou d'une hyperempathie. Donc, l'hyperémotivité, c'est ressentir très fort et très longtemps les émotions. L'hyperesthésie, c'est avoir un ou plusieurs sens plus développés. Donc, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. En général, il y a 2-3 sens qui sont particulièrement touchés. C'est rare d'avoir les 5 sens. Et l'hyperempathie, c'est ressentir les sensations de son entourage dans ses émotions et ou dans son corps. La haute sensibilité n'est pas passagère, c'est une manière d'être et de vivre les choses. Certains passages de la vie peuvent vous rendre plus sensible, comme un deuil, une maternité, une maladie, mais on ne devient pas hautement sensible pour autant. La haute sensibilité n'est pas un trouble ou une maladie, c'est une manière d'être et de traiter les informations. Le cerveau fonctionne autrement, d'où la notion de neuroatypie. Ce super pouvoir permet d'appréhender les choses différemment.
Et une formulation que j'aime particulièrement, c'est que c'est une manière d'être au monde. C'est une façon de voir les choses. Accepter cette haute sensibilité, comprendre comment elle fonctionne et la développer permet de la transformer en force. Ensuite, nous allons voir certaines caractéristiques de la haute sensibilité. Alors, la liste est non exhaustive. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a autant de haute sensibilité que de personnes hautement sensibles. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est aussi de là que vient l'importance de chercher à comprendre son mode de fonctionnement propre et les situations qui nous submergent, ce qui nous fait du bien et nous ressource. Alors, ce qu'on peut retrouver, c'est un grand sens de l'observation. La personne hautement sensible prend son temps pour appréhender son espace et son entourage et a vite tendance à détecter un petit peu tous les éléments qui l'entourent. Il y a un traitement en profondeur des informations. Et ces informations, elles arrivent en bloc, sans filtre, parce que la personne hautement sensible va recevoir les informations par ses sens et ses émotions. Donc, ça fait beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, ce qui provoque de la surstimulation et parfois de la saturation. Il y a une perception fine de l'environnement. On a tendance à sentir tout de suite l'ambiance d'un lieu quand on rentre, savoir si c'est une ambiance un peu électrique ou si tout va bien. Enfin voilà, on a vite tendance à savoir comment se sentent les personnes qui nous entourent. Il y a une perception des subtilités. Donc, on va vite avoir la notion d'un changement de ton ou d'une modification dans l'attitude de la personne qui est face à nous. On a également une grande facilité à être émerveillé par plein de petites choses. Une forte empathie, on peut ressentir les émotions de son entourage et parfois même se les approprier. Il est vraiment important pour les personnes qui ont ce mode de fonctionnement, il est vraiment important de réussir à trouver la solution qui permet de se détacher des émotions des autres. Il y a une grande intuition également, beaucoup de créativité et de par un petit peu toute cette empathie, cette observation et le traitement des informations et autres, il y a aussi une grande fatigabilité. Donc maintenant, on va se recentrer sur le sujet qui nous intéresse, un peu plus particulièrement aujourd'hui, donc l'enfant. Quand se questionner sur la sensibilité de son enfant? Alors, avant 7 ans, les enfants sont très sensibles. Leur immaturité fait qu'ils ne comprennent pas forcément les émotions qui les traversent et ils ne sont pas équipés pour y faire face. Ils se sentent vite submergés et perdus, ne parvenant pas à identifier ce qui leur arrive. Cependant, être très sensible ne signifie pas être hautement sensible. Alors, quels signes peuvent vous emmener à vous poser la question? Attention, les différents critères que je vais vous donner ne signifient pas forcément que votre enfant est hautement sensible, mais cela peut être une piste à envisager. Alors, si votre enfant, par exemple, est anxieux et a tendance à être stressé facilement, si c'était un bébé aux besoins intenses, avec un grand besoin de contact, de réassurance, de contenance, le manque de confiance en soi également peut être un indicateur. Il a l'impression d'être en décalage avec les autres, de ne pas fonctionner comme les autres enfants qui l'entourent. Il est plein d'empathie, c'est quand vous n'allez pas bien, ressent les tensions de son environnement, c'est quand vous êtes fâché au domicile. Il est imaginatif, créatif, il a une vie intérieure très riche. Son sens de la justice est particulièrement développé. Une injustice, qu'il soit concerné ou pas, peut le chambouler. Par exemple, un élève de sa classe qui se fait disputer alors qu'il ne s'est pas vraiment passé quelque chose, ça peut mettre vraiment votre enfant en très, très, très grande difficulté. Ensuite, il est important de savoir que tous les enfants ressentent des ouragans émotionnels. Donc ça, voilà, c'est le mode de fonctionnement de par l'immaturité. Par contre, ce qui peut vous questionner, c'est le nombre de ces ouragans et leur intensité. Si ça arrive souvent, que c'est très, 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 très fort,
peut-être qu'il faut aller creuser un petit peu la question de la sensibilité. Un enfant hautement sensible peut avoir des difficultés avec le sommeil, alors comme de nombreux réveils, des difficultés à l'endormissement, un réveil matinal. Ça peut être aussi des petits dormeurs. Un enfant hautement sensible est très observateur, comme on l'a vu tout à l'heure, et ce depuis son plus jeune âge. Souvent, votre entourage le trouvait très éveillé, avec des yeux immenses qui scrutaient l'environnement. Votre enfant a des hyperesthésies. Alors, une lumière vive qui va très vite l'éblouir. Il se bouche les oreilles lorsqu'il y a des bruits trop forts. Il ne supporte pas les étiquettes, les coutures. Certaines odeurs l'incommodent ou au contraire lui font du bien. Ça peut être aussi un signe, ça peut être un élément qui vous emmène à vous questionner. Il est particulièrement curieux et se pose plein de questions. Il cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Voilà. Donc, ça peut être des petits éléments comme ça qui vous questionnent et qui vous donnent envie d'aller creuser un petit peu sur la sensibilité de votre enfant. Mais du coup, le test est-il un passage obligatoire? Alors, non. Le test n'est pas un passage obligatoire. Que ce soit pour votre enfant ou pour vous. Tout dépend ce que vous en attendez, en fait. Parfois, c'est un besoin pour pouvoir mettre un mot sur sa particularité. Cela peut être juste une manière d'explorer sa sensibilité pour mieux se connaître. Il arrive également que le besoin ne soit pas présent ou ne se fasse pas encore ressentir. Et tout est OK. C'est à vous de savoir si vous souhaitez le faire et pour quelles raisons vous souhaitez le faire. Sachez qu'un autotest est disponible sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. Donc, ce test, il permet de vous situer par rapport à votre sensibilité et de savoir s'il y a lieu de se questionner ou pas. Mais si vous souhaitez réellement savoir ce qu'il en est, le mieux, c'est de vous rapprocher d'un professionnel formé. Donc, nous sommes tous répertoriés sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. Je vous donnerai le lien à la fin de la conférence. Avant de continuer, je voudrais qu'on fasse un petit point sur les idées reçues à oublier. Donc, votre enfant est peut-être hautement sensible, mais cela ne signifie pas forcément qu'il va pleurer tout le temps. Alors, votre enfant peut pleurer, effectivement, mais il pleure quand il en a besoin, quand il a besoin de vider le surplus et de se sentir mieux ensuite. Donc, effectivement, un enfant hautement sensible va être beaucoup plus surstimulé qu'un enfant qui n'est pas hautement sensible et va avoir besoin de décharger peut-être plus régulièrement qu'un enfant sans sensibilité particulière. Mais c'est uniquement pour se libérer du surplus et se sentir mieux ensuite. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va avoir peur de tout. Comme tout enfant, il va avoir des peurs, il suffit juste d'en discuter avec lui, de lui permettre de comprendre les choses pour qu'il en ait un petit peu moins peur. Il ne faut surtout pas hésiter à lui parler de ce qui l'inquiète, sans nier l'importance que ça a pour lui. Il ne sera pas non plus vulnérable et plus fragile. Oui, ses ressentis sont plus forts. Mais les personnes hautement sensibles, comme on l'a vu tout à l'heure, font preuve d'une grande capacité de résilience. Et il surmontera bien des obstacles. Faites-lui confiance. Il ne sera pas plus susceptible. Il est particulièrement empathique et il ressent les émotions et perçoit le fond des choses. Donc, il sent lorsqu'il est jugé. Ce qui fait qu'il n'est pas susceptible, mais il sait qu'on vient quand même titiller quelque chose. Donc ça, effectivement, ça peut le mettre en difficulté. Et ça peut parfois le bouleverser. N'hésitez pas à faire appel à la communication non violente qui vous permettra d'apaiser vos échanges en vous basant sur vos besoins et non sur la façon dont vous aimeriez que l'autre se comporte. Il pourra avoir confiance en lui. Si son environnement est bienveillant, que vous avez confiance en lui et que vous acceptez sa manière d'être au monde, alors il aura confiance en lui, en ses intuitions et en ses ressentis. Vraiment, cette histoire de confiance, elle dépend de l'environnement.
Hélène Aron en parle notamment en disant qu'un enfant qui vit dans un environnement bienveillant, qui accepte sa sensibilité, n'aura pas forcément l'impression que c'est pas OK, qu'il fonctionne de façon différente, alors qu'un enfant pour qui on va toujours pointer le fait qu'il est sensible en mettant des trop et pas des très, aura l'impression que sa sensibilité est gênante. Et là, effectivement, il pourra manquer de confiance en lui. Tout est une question d'environnement. Alors, des petits trucs et astuces pour accompagner son enfant hautement sensible. Alors, toutes les pistes que je vais vous donner peuvent également correspondre à des enfants qui ne sont pas hautement sensibles. Du coup, si vous avez d'autres enfants, ils pourront également bénéficier de leurs bienfaits. Tout ne conviendra pas à votre enfant. L'important, c'est de tester des choses, de conserver ce qui fonctionne. Et puis aussi, faites-vous confiance et trouvez vos propres trucs et astuces. Quand vous arrivez devant une situation qui est un petit peu compliquée, n'hésitez pas à en parler avec votre enfant et à essayer de trouver ensemble ce qui peut l'aider, ce qui peut l'apaiser, ce qui peut le soulager. Alors, des petites pistes. Déjà, faites preuve de beaucoup de bienveillance. Il est important de créer un environnement favorable, calme, zen, où chacun est accepté tel qu'il est. Cela permettra à votre enfant d'être lui-même et de se sentir accepté et autorisé. Ensuite, vous pouvez aussi éviter les lieux surpeuplés. On a vu tout à l'heure qu'une personne hautement sensible était très sujette à la surstimulation. Donc, les lieux comme les centres commerciaux, les parcs d'attractions, les rassemblements peuvent être un parcours du combattant pour une personne hautement sensible. Dans votre domicile, si vous avez l'espace, ou même si vous n'avez pas l'espace, il y a toujours possibilité d'aménager ce type de petits coins. Vous pouvez installer un coin refuge, un endroit où l'enfant peut s'extraire et s'apaiser lorsqu'il sent qu'il y a un trop-plein et qu'il a besoin de se couper de toute stimulation. Il sait qu'il pourra aller dans ce petit coin refuge et puis se détendre et se ressourcer. Parler des émotions aussi, c'est très important. Lui parler des émotions qui vous traversent, qui traversent chaque membre de la famille. Mettre des mots également sur les siennes, les accepter, les accueillir. Alors, il y a plein de solutions. Vous pouvez faire des jeux, il y a des jeux de société ou des petits jeux que vous inventez vous-même. Lire des livres autour des émotions. Ça permettra à l'enfant de les apprivoiser et de ne pas en avoir peur. Et de pouvoir mettre des mots aussi. Parce que c'est très compliqué de sentir des choses qui nous traversent et de ne pas savoir ce que c'est exactement. Quand on réussit à mettre des mots dessus, c'est déjà beaucoup plus apaisant. Et ça nous permet aussi de savoir que les autres ressentent aussi ces choses-là et que c'est OK. Accueillir ses angoisses et son anxiété. Alors, on a vu tout à l'heure que, comme tout enfant, il y a des peurs qui sont là. Alors, vu que l'enfant hautement sensible ressent les choses beaucoup plus fort, ces peurs peuvent être vraiment très intenses. Donc, ne pas tenter forcément de le rassurer, parce que les émotions ne passent pas par la logique. Donc, vous pourrez tenter de lui dire qu'il n'y a pas de monstre dans son armoire ou sous son lit. L'enfant ne le rationalisera pas. Donc, plutôt essayer d'accueillir ses angoisses, l'inviter à en parler, lui proposer des ressentis en mettant des mots sur ses émotions, encore une fois. Parce qu'un enfant qui se sent compris se sentira toujours en sécurité affective et du coup, il sera rassuré. Parce que même s'il y a des choses qui lui font peur, il sait qu'il a les ressources et des personnes qui sont autour de lui pour l'accompagner dans ces moments difficiles. Acceptez les émotions fortes de votre enfant sans lui mettre d'étiquettes. Les étiquettes, c'est vraiment terrible. On a du mal à s'en décoller après. Donc, évitez les étiquettes colériques, capricieux, comédien. Non, c'est pas du tout ça. C'est que votre enfant ressent vraiment ses émotions, mais qu'il les sent très fort. Alors, des fois, ça peut paraître disproportionné, mais c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de lui, qu'il a besoin de faire passer le message. Laissez aussi le temps à l'enfant de redescendre lorsqu'une forte émotion l'a traversé.
Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, les émotions, elles sont ressenties très fort et très longtemps. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, laissez le temps à votre enfant pour que ça redescende. Lui apprendre aussi à se laisser traverser par ses émotions et pas à les gérer. On ne gère pas une émotion. Une émotion, c'est souvent l'expression d'un besoin non assouvi. Donc, vous pouvez tenter de décrypter ensemble ce qui se cache derrière, mais il faut lui laisser le temps, se laisser traverser par ses émotions et puis lui donner un petit peu des pistes de comment exprimer de façon adaptée cette émotion et surtout de trouver le besoin qui se cache derrière. Vous pouvez également lui apprendre, lui instaurer des routines pour le rassurer. Alors les routines, ça permet un cadre rassurant, ça permet une contenance aussi, dans laquelle l'enfant se sent en sécurité et où il se pose moins de questions. Donc les routines, voilà, ça peut être le matin, on se réveille, alors une fois qu'on est levé, on va faire le petit-déj, ensuite il y a la préparation, on s'habille, on se lave les dents, ainsi de suite. Le soir, quand on rentre de l'école, on enlève ses chaussures, on se déshabille, on va se laver les mains, on peut faire le goûter ou alors faire les devoirs tout de suite, tout dépend de votre enfant. Mais voilà, savoir un petit peu le cheminement, comment ça se passe pour que ça puisse offrir un cadre rassurant à votre enfant et que ça lui évite de se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe après. Pensez à ralentir aussi et à aménager des temps de pause pour éviter encore une fois la surstimulation. Proposez régulièrement à votre enfant des petits temps de lecture ou qu'il aille se poser avec un livre ou écouter une petite musique ou ce genre de choses, ce qui lui permettra de couper un petit peu dans les stimulations et d'éviter justement la saturation par la suite. Vous pouvez également lui permettre de prendre son temps lorsqu'il est dans un nouvel environnement ou en présence de nouvelles personnes. Alors, quand on arrive quelque part avec un enfant, il y a souvent le besoin de lui parler, de lui poser plein de questions, de lui dire bonjour, de manipuler un petit peu, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis, quand l'enfant n'est pas très ouvert à tout ça, on a vite tendance à lui coller l'étiquette d'enfant timide ou sauvage, alors que pas du tout. L'enfant hautement sensible, comme la personne hautement sensible, a besoin d'un temps d'observation. Donc, laissez-lui le temps de s'adapter à son environnement et de se faire à tout ça et d'aller ensuite l'investir à son rythme. Vous pouvez également lui proposer des temps pour se relier à la nature, comme des balades en forêt, des câlins aux arbres, l'observation de la végétation et des animaux. Pour les grands sensibles, c'est parfois très ressourçant. Faites-lui confiance aussi, ça c'est très important. Montrez-lui que vous lui faites confiance. Ne le surprotégez pas. Il est plein de ressources. Essayez de trouver le juste milieu et vraiment essayez de ne pas le surprotéger et de lui laisser faire ses propres expériences. Alors évidemment, de façon un petit peu safe, mais faites-lui confiance, vous verrez, il a plein de ressources et il pourra s'en sortir. N'hésitez pas à mettre en avant ses qualités et ses forces, à l'encourager plus. Un enfant hautement sensible qui se sent dans un environnement bienveillant et qui se sent soutenu, il aura la sécurité pour se faire confiance et pour aller chercher dans ses ressources et faire sa part de colibri et de son mieux. Montrez-lui l'exemple aussi. Alors ça, pour tout enfant, c'est bon. L'enfant apprend par imitation. Donc, essayez d'être optimiste, d'avoir confiance en vous. Si vous êtes hautement sensible, acceptez ce trésor et vivez-le pleinement. Soyez au clair avec votre propre sensibilité. Ce sera un grand cadeau que vous pourrez offrir à votre enfant. Faire le point sur ses hyperesthésies et trouver les astuces pour l'aider. Alors, il y a des petites pistes pour les bruits trop forts. Vous pouvez proposer des casques anti-bruit ou des bouchons d'oreilles qui peuvent l'aider. Quand il y a des étiquettes qui gênent et qui grattent dans les vêtements et les t-shirts,
Évitez de couper l'étiquette, ce qui peut être pire que mieux. Mais par contre, avec un petit découvite, hop, ça se retire très facilement. Une fois qu'il n'y a plus l'étiquette, c'est très bien. J'ai vu aussi, il n'y a pas longtemps, grâce à une collègue de l'Observatoire, qu'il y avait une marque de t-shirt sans couture qui était faite pour les personnes justement avec des sensibilités particulières. Ça peut être vraiment très bénéfique pour les enfants hautement sensibles. Il y a les coutures des chaussettes et des collants aussi qui peuvent rendre l'habillage un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas. Hop, on met le tout à l'envers. La couture est à l'extérieur et en général, elle gêne moins. Essayez de repérer les odeurs qui dérangent et avoir un petit mouchoir ou un petit foulard à portée de main tout le temps avec une odeur qui fait du bien. Peut-être un petit peu d'huiles essentielles ou une petite odeur de parfum. Mais quand l'enfant se retrouve dans un endroit où il y a des odeurs qui vraiment le mettent en difficulté, ça lui permet de pouvoir avoir ce petit bout de tissu à portée de main pour pouvoir passer à une autre odeur et le soulager. Lorsqu'il y a des lumières trop vives qui éblouissent, eh ben, une paire de lunettes de soleil, hop, on dégaine et tout de suite, ça facilite la vie de l'enfant. Et pour les goûts qui écœurent, déterminez-les et ne leur proposez plus. Il n'aime pas ça, ça le met en difficulté. Ben, on essaye d'évacuer cet aliment-là et de ne plus le proposer à l'enfant. Au niveau de la scolarité, n'hésitez pas à discuter avec l'équipe éducative pour expliquer le mode de fonctionnement de votre enfant. Pas besoin forcément de dire qu'il est hautement sensible, mais juste voilà, ce qui l'aide, ce qui le met en difficulté, ça pourra aider l'instituteur ou l'institutrice à accompagner au mieux votre enfant et à ne pas le mettre en difficulté. Je vais trop vite. Voilà. N'hésitez pas également à poser les limites pour votre enfant lorsqu'il n'ose pas le faire. Bien souvent, les adultes ont tendance à vouloir forcer les enfants à faire une activité qui ne lui convient pas ou à vouloir être très tactile avec, tout ça. N'hésitez pas à dire, ben non, voilà, moi, je pose les limites pour mon enfant, ça le met en difficulté, il n'a pas envie, donc non, c'est pas possible. Vous pouvez aussi lui proposer des fleurs de bac, de l'homéopathie, des huiles essentielles pour, voilà, pour les odeurs ou quand il y a des moments un petit peu difficiles à passer. En général, ça fonctionne très bien chez les personnes hautement sensibles qui sont très réceptives. Vous pouvez aussi essayer de trouver une méthode qui convient à votre enfant et lui permet de revenir à l'instant présent et au ressenti corporel. Les personnes hautement sensibles ont vite tendance à avoir l'esprit qui s'enflamme un petit peu, à beaucoup réfléchir, à ruminer. Le fait d'avoir une technique qui permet de revenir sur le corps et de revenir à l'instant présent, ça permet de lâcher un petit peu la tête et de se soulager un petit peu de ça. Alors, il y a plein de petits exemples. Là, j'ai la sophrologie, le FT, la méthode Vitose, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, le scan corporel, Brain Gym. Enfin, voilà, c'est des exemples, il y en a d'autres. Il ne faut surtout pas hésiter à les utiliser et à travailler la technique qui correspond à votre enfant pendant les moments de calme. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va réussir à se les approprier. Et du coup, quand il va se retrouver dans un moment compliqué pour lui, ben là, il saura comment l'utiliser et il pourra en profiter au maximum. Ensuite, ce qui me semblait important, vraiment fort à dire, c'est qu'il faut garder en tête qu'avant d'être hautement sensible, votre enfant reste un enfant. Et il peut vivre de nombreuses tempêtes intérieures très envahissantes pour lui. Un certain nombre de ces moments sont dus à son immaturité. D'accord? Donc, c'est pas forcément, faut pas forcément toujours tout mettre sur le compte de la haute sensibilité. Un enfant reste un enfant. Il y a une immaturité qui est là. Et des fois, c'est l'immaturité de l'enfant qui parle. Et il faut vraiment, ça j'insiste beaucoup là-dessus, faites savoir à votre enfant que son mode de fonctionnement est accepté, que c'est OK. Plus il se sentira autorisé, accepté, et plus ce sera apaisé et calme pour lui. Alors, je voulais aussi vous donner quelques conseils si vous êtes un parent hautement sensible. Parce que c'est pas toujours facile en tant que parent hautement sensible de devoir
accompagner, je vais y arriver, accompagner un enfant hautement sensible, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de puiser énormément dans les ressources et ça peut être compliqué. Donc voilà quelques conseils, hein, si vous êtes un parent hautement sensible ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez aussi utiliser ces conseils-là. N'hésitez pas à vous accorder des temps de solitude pour vous libérer des trop grandes sollicitations. Des fois, on culpabilise à le faire, mais dites-vous que c'est pour revenir plus sereinement vers votre enfant et vous permettre de passer des moments vraiment de qualité avec lui. Pensez à vous reposer. Une personne hautement sensible, on l'a dit tout à l'heure, a une grande fatigabilité. Donc, il est important de se positionner des moments où vous pouvez vous reposer. Une sieste dans la journée, c'est vraiment très bénéfique. Autorisez-vous à rêver, à cultiver votre vie intérieure et surtout respectez vos besoins. Soyez en capacité de vous excuser. Alors parfois, en tant que parents, il nous arrive de faire des erreurs, de dire non sans y avoir vraiment réfléchi, de nous agacer parce que la journée a été longue et compliquée. Être en capacité de s'excuser et d'expliquer à son enfant que l'on n'a pas fait le bon choix ou que l'on a réagi sur le coup de l'impulsivité, ça lui permettra de comprendre comment appréhender ce type de situation quand il y est confronté lui-même. Soyez bienveillant envers vous aussi. Faites preuve d'autocompassion. Si vous faites votre part de petit colibri, vous faites de votre mieux. Il y a des jours où ce mieux n'est pas à la hauteur de votre attente et c'est OK. On a tous des moments où c'est compliqué. Et voilà, c'est comme ça. Ne vous flagellez pas. Soyez vraiment plein d'autocompassion envers vous-même. Comme pour l'enfant, ce qu'on a vu tout à l'heure, revenir au corps quand vous vous sentez submergé, quand la tête réfléchit trop, vous ruminez. Trouvez la technique qui vous convient et n'hésitez pas à l'utiliser quand vous en ressentez le besoin. Autorisez-vous à ralentir et à passer le relais lorsque vous en ressentez le besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu le même cas que lorsque vous vous accordez du temps. Essayez de ne pas culpabiliser sur le fait de passer le relais. C'est aussi pour vous apaiser, être plus serein, ne pas agir sur le coup de la saturation. Et ça vous permet de revenir ensuite de façon beaucoup plus sereine vers votre enfant. Et petit conseil vraiment, encore une fois, auquel je tiens fort, 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 et vraiment, gardez-le dans un coin de votre tête, faites-vous confiance. Vous connaissez votre enfant mieux que personne. Ne laissez pas Tata Ginette, votre belle-mère ou le passant vous dire comment l'accompagner et que ce que vous faites, ça ne va pas. D'accord? C'est leur point de vue. Vous connaissez votre enfant, vous savez ce dont il a besoin. Faites-vous confiance. Pour terminer, je voulais vous proposer quelques livres pour permettre à votre enfant d'appréhender sa haute sensibilité. Alors attention, je les attrape. Ils sont là. Alors, le premier que je voulais vous proposer, je ne l'ai pas encore. Il est sur ma liste d'acquisition prochaine, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et du coup, je voulais quand même vous proposer ce livre. C'est Icare, un enfant sensible. Alors, il a été écrit par Élodie Crépel et illustré par Fanny Vella. Voilà, donc ça permettra à votre enfant de voir que son mode de fonctionnement, il est OK et qu'il n'y a pas de souci. Il y a également, alors je vais repasser en grand écran. Il y a également La grande sensibilité d'Achille, alors qui est un album de Saverio Tomasella, Carinienne et Ondrej Bederka, pardon. C'est un album qui parle d'un jeune garçon qui partage avec nous sa façon de vivre sa grande sensibilité et sa façon d'être au monde. Il est plein de douceur, c'est vraiment un très joli album. Pour parler des émotions, alors moi j'ai un petit coup de cœur pour cet album-là, La couleur des émotions. Alors il existe aussi en album classique, là je vous présente le pop-up. Donc, c'est un album qui permet de mettre des mots sur les émotions et qui permet aux enfants de pouvoir savoir ce qui les traverse et pourquoi ça les traverse.
Je trouve cet album vraiment très, très beau. Alors, il est écrit par Anna Lemas et c'est un vrai petit bijou. Voilà. Ensuite, pour aider votre enfant à s'accepter, il y a cet album que j'aime beaucoup aussi, qui est L'enfant qui voulait vivre sa vie. Alors, il est écrit par Rosalie Bird et Mamselle Rouge. C'est un très joli album sur une jeune demoiselle dont les parents veulent qu'elle se comporte d'une certaine façon et qui découvre qu'en fait, elle peut être elle-même et que c'est OK et qu'on l'aimera tout autant et qu'il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment une très, très jolie histoire et un album très chouette. Et enfin, j'avais envie de vous partager cette BD que je trouve vraiment géniale, qui est « Et si on changeait d'angle » de Fanny Vella. Alors, cette BD, elle nous permet de voir un petit peu les maladresses que l'on peut avoir parfois avec les enfants. En fait, elle reprend des situations que l'on fait vivre aux enfants et elle les reprend en les adaptant aux adultes. Alors, vous voyez là, par exemple, on a « Bon, ça suffit, Jean-Claude, sois gentil avec le monsieur et prête ta voiture. » Mais je le connais à peine, je ne le connais même pas, pardon. Il faut apprendre à partager. Voilà, avec des petites astuces de l'autre côté pour accompagner au mieux votre enfant. Mais je trouve que cette BD, elle est vraiment géniale. C'est une vraie prise de conscience. Et j'avais envie de la partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas également à aller voir la maison d'édition Elle et Graines, d'où vient Écart, La grande sensibilité d'Achille et Si on changeait d'angle. Maison d'édition, il y a beaucoup de livres par rapport à la haute sensibilité, et qui est vraiment très chouette. En plus, il y a une démarche écologique et un choix. Enfin, voilà, elle est vraiment très, très bien. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je reviens sur mon partage. Donc, je voulais vous partager également certains liens. Donc, le lien de l'Observatoire de la sensibilité avec l'adresse du site, l'adresse Instagram ainsi que LinkedIn. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations. Donc, il y a aussi la page Facebook, la page YouTube, je vais y arriver. Vous pouvez retrouver toutes les conférences de cette semaine. Et ensuite, les liens pour me suivre, pour pouvoir me contacter si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai passé un excellent moment à partager toutes ces petites choses avec vous. J'espère que vous aurez aussi partagé un bon moment avec moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Et je vous souhaite un bel après-midi et une douce fin de semaine de la haute sensibilité.